Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Tatiana Nazon. Elle est conseillère principale gestion de talent au sein du groupe Bell. Avant, elle était aussi gestionnaire principale acquisition de talent. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec toi. Merci. Alors, je vais aller directement, tu es engagée sur toutes les questions sociétales, diversité, inclusion, notamment au sein de ton entreprise. Tu as progressé dans cette entreprise où tu as des responsabilités de manager. Qu'est-ce que signifie pour toi le mot pouvoir? En fait, le mot pouvoir, pour moi, c'est l'autorité fonctionnelle. C'est l'autorité que la personne dispose pour prendre des décisions et les faire respecter, mais c'est aussi le leadership. Et je pense que c'est surtout le leadership qui est cette capacité d'avoir des qualités et des compétences pour, en fait, pouvoir mener quelqu'un vers une direction et s'assurer que les gens nous suivent aussi, d'avoir l'adhésion des gens tout autour de ce parcours. Je pense aussi que quelqu'un qui a un vrai pouvoir est en mesure de mobiliser les gens, s'assurer que, je parle en fait pour une entreprise, mais ça peut être aussi dans notre environnement, s'assurer qu'on puisse avoir une direction donnée, mais que les gens sont avec nous et pas seulement d'avoir un leader à l'avant et que le reste des gens sont en arrière. Donc, toujours s'assurer d'avoir tout le monde va dans le même sens. Est-ce que ça se traduit pour toi de la même manière dans ton espace personnel que professionnel? Absolument. Je dirais chez moi, au niveau personnel, je suis une personne qui prend des décisions, qui prend des risques. Je peux dire que je suis le pilier central de mon foyer. Et je pense que je suis reconnue comme telle aussi par ma famille. Mais à la maison, je vais prendre des décisions au niveau discipline pour les enfants et tout ça. Je pense que c'est très important aussi d'avoir un cadre où les parents sont là pour les enfants, s'assurer de bien les encadrer. Et pour moi, ça, c'est non négociable. Alors, ça, c'est vraiment au niveau du plan personnel. Mais au niveau du plan professionnel, je pense que pour moi, le pouvoir se traduit par... je dirais comment les leaders dans l'entreprise où je travaille me perçoivent, donc la confiance qu'on m'accorde. Alors, lorsqu'on sait que si je m'occupe de quelque chose, donc ça va être fait. Je pense que lorsqu'on arrive à un certain niveau dans l'entreprise, après avoir travaillé, ça fait quand même plusieurs années que je travaille dans la même entreprise, mais d'avoir bâti cette confiance-là et que les gens sentent que je suis en contrôle, je pense que le leadership, c'est pas seulement de dire des personnes qui vont crier sur les toits, mais comment dans les actions, dans les faits, on arrive à amener ça aussi. Alors ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, c'est aussi d'avoir mes employés qui me font confiance. J'ai, je dirais, un style de gestion vraiment participatif. Je m'assure d'impliquer les gens. Pour moi, c'est important que les gens soient mobilisés dans l'accomplissement de la tâche et s'assurer qu'on travaille ensemble. Donc, ça a toujours été une équipe et il n'y a pas nécessairement un patron et des employés, mais vraiment une équipe qui collaboreront ensemble. Alors pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel, c'est de cette façon-là que ça se traduit. Et je le ressens aussi que c'est de cette façon-là que les gens me perçoivent dans l'environnement de travail. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans les assises du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Oui, je le crois, bien sûr. Je crois que la femme va analyser, et ça, je le crois, mais en même temps, il y a une question de personnalité. Je pense qu'avant même d'analyser l'aspect homme ou femme, il y a une question de personnalité. Et je pense que quelqu'un peut très bien être une femme et être un super bon leader, et un homme est un super bon leader aussi. Mais il y a certaines femmes, et malheureusement, c'est un peu perçu que lorsqu'une femme a le pouvoir, elle est plus rigide, que c'est plus difficile de travailler avec la femme. Et je ne crois pas nécessairement que la femme est plus rigide. Je pense qu'elle veut tellement bien faire les choses. Et on est quand même dans un environnement où on voit au niveau hiérarchique, puis on monte dans la hiérarchie, c'est très masculin. Alors je pense que lorsque les femmes arrivent à gravir ces échelons, c'est très important pour elles de démontrer qu'elles peuvent faire le travail. Alors donc, elles sont très exigeantes envers elles-mêmes. Et je pense que par le fait même, exige aussi que les gens qui travaillent autour soient à la perfection, font les tâches très précisément. Alors, ça peut être un peu compliqué.
Je pourrais dire, moi, pour mon expérience personnelle, j'ai eu à travailler avec plusieurs femmes leaders. En général, mes patrons au cours de ma carrière ont presque toujours été des femmes. Et j'ai toujours quand même eu une bonne relation à travailler avec les femmes parce que je pense que lorsque nous aussi, on veut progresser et qu'on n'est pas une menace. Donc, c'est correct, fais ton travail. Moi, j'ai une certaine responsabilité de mon côté. Donc, je sens la confiance, on me laisse l'autonomie pour faire mon travail. Je pense que quand il n'y a pas de menace comme telle, on arrive quand même à très bien travailler. Et la femme, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va en profondeur des choses. Il y a un côté humain qu'elle apporte aussi dans les décisions. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de côté humain, mais je pense que souvent, les hommes peuvent prendre des décisions plus rapidement et ils sont très à l'aise aussi par la suite à gérer les conséquences de ces décisions-là. Tandis que les femmes vont d'abord prendre le temps de réfléchir et tout ça, est-ce que c'est la bonne décision et s'assurer qu'une fois que la décision est prise, mais que ça va être la bonne décision. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours la bonne décision, mais en général, c'est vraiment de cette façon-là que je vois dans mon entourage que les femmes travaillent. Comment arrive-t-on à gérer une vie personnelle et une vie professionnelle? Ça se fait assez simplement ou... Je pense qu'on fait des choix. Alors, certaines femmes font des choix professionnels pour s'assurer d'accomplir leurs besoins d'accomplissement. Je pense que lorsqu'on fait ces choix-là, bien entendu, il y a un côté, on ne peut pas, lorsqu'on parle aujourd'hui beaucoup d'équilibre travail-famille, je ne pense pas que l'équilibre travail-famille, c'est quelque chose de constant. On ne peut pas dire que dans ma semaine de travail, je vais avoir 50% famille, 50% travail. Nous sommes dans un environnement où, dépendamment des besoins de l'entreprise, qu'il y a des périodes qui sont accrues, qu'on a besoin de travailler plus intensément. Alors peut-être que dans cette période-là, on a peut-être moins de temps à la maison. Mais je pense que c'est d'arriver à équilibrer ça lorsqu'on garde en général, de s'assurer que même lorsqu'on est moins présent au niveau familial, mais s'assurer est-ce qu'il y a un système social qui est là pour la famille, pour les enfants et aussi du travail. Bien, il faut toujours s'assurer aussi que même si on a des responsabilités familiales, mais pouvoir quand même livrer les attentes de l'entreprise. Donc, ça peut être plus difficile, surtout lorsque les femmes gravissent les échelons et arrivent quand même à des postes où il y a beaucoup de déplacements, elles ont de grandes équipes et tout ça. Mais je pense que si on arrive à le faire comprendre par la famille, de s'assurer que c'est pour le bien, et c'est notre bien-être aussi, c'est important notre bien-être, qu'est-ce que nous on veut faire. Donc non seulement, et moi j'ai eu cette difficulté-là, ça je dois l'admettre, parce que je suis une personne qui est toujours très près des enfants, près de la famille, je veux être là, et tendance à avoir un peu, à m'oublier un peu. Et je dirais qu'au courant de ma carrière, je me suis dit non, les enfants ont une vie, c'est correct. Là, c'est le temps de penser à moi. Alors, j'ai commencé à faire des choses pour moi, pour avoir l'impression que je vis pour moi aussi et non seulement pour les autres. alors, je dirais que ça, je suis arrivée à le faire. Beaucoup de femmes que j'ai eu à interroger ont parlé de l'importance du choix du compagnon. Oui. Qui est fondamental, parce que tout à l'heure, vous disiez les voyages, les déplacements, la période où c'est accru à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous confirmez? Oui, absolument. C'est important d'avoir, au moins lorsqu'on n'est pas là, mais d'avoir quand même un compagnon, que lui est plus présent aussi. Je pense que ça fait la différence aussi, lorsqu'on parle d'éducation d'enfants, et pas seulement l'aspect de l'éducation académique, mais aussi l'éducation des valeurs de base qu'on donne aux enfants. Donc, seulement laisser les enfants à eux-mêmes, grandir par eux-mêmes, c'est pas nécessairement les valeurs qu'on veut inculquer à nos enfants. Donc, oui, je confirme, effectivement. Et ça, est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait donner à des jeunes filles qui souhaitent accéder au pouvoir, de dire c'est très important, de la même manière que vous choisissez de faire de bonnes études, de choisir le bon copain ou le bon ami, parce que ça va aussi impacter sur... Absolument. Absolument. Je pense que c'est d'avoir quelqu'un aussi qui croit en nos capacités, qui veut qu'on évolue.
Lorsque la personne lui-même aussi a les mêmes aspirations, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'on grandit ensemble. Donc, un conseil absolument pour les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, parce que moi, j'ai une fille et un garçon. Et je me dis, autant pour l'un que pour l'autre, c'est de trouver la personne qui veut peut-être pas la même chose, parce que ça prend la différence quand même pour faire un tout, mais qui a quand même de belles aspirations à progresser dans la vie aussi. Lorsqu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de rêves, on arrive, même si on n'accomplit pas tout ce qu'on veut accomplir, mais on continue à grandir. Tandis que lorsqu'on n'a pas beaucoup de grandes idées, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, c'est important. Très bien. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Tatiana Nazon. Nous parlions tout à l'heure de l'importance, en tout cas, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Enfin bon, on a abordé tous ces sujets-là. Vous êtes très engagée sur toutes les questions diversité, inclusion. Est-ce que vous avez eu à trouver, en tout cas identifier, une pratique, quelque chose qui pour vous pourrait contribuer à faire évoluer vraiment toutes ces questions de diversité et inclusion au sein des entreprises? Absolument. Je dirais, dans l'entreprise où je travaille, nous avons travaillé depuis 1 an à créer un nouveau réseau pour les professionnels noirs. Et pour moi, c'était important d'attendre le bon timing. Je dirais, ça fait quand même 2 ans que j'y pense, mais il y avait une question de discours au niveau de la diversité et de l'inclusion. Mais c'est important pour moi de le ressentir dans l'entreprise. Et je pense que l'année dernière, après, on a organisé un événement dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs. Et par la suite, il y a eu quand même plusieurs personnes qui nous ont rejoints à nous dire qu'on devrait continuer maintenir cette conversation-là. Donc, nous ne sommes pas des Noirs seulement au mois de février. Au mois de février. Alors, j'ai réuni certaines personnes, certains professionnels de plusieurs unités d'affaires, je dirais, dans la compagnie, qui avaient le même désir de parler de diversité, de parler d'inclusion. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble pour définir quelle serait notre mission, quels sont nos mandats qu'on veut accomplir dans l'entreprise. En tant que professionnel noir dans l'entreprise. Absolument. Absolument. Et il y a aussi une portion externe aussi. Donc, il y a quand même, lorsqu'on regarde dans les actions qu'on veut, il y a vraiment un côté d'aider les gens, de soutenir le développement professionnel des employés à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi de sensibiliser à l'interne, donc sensibiliser les gestionnaires à la différence culturelle. Alors, nous sommes différents, mais nous avons tout autant de belles compétences et qui peuvent être apporter une valeur très grande aussi à l'entreprise. Donc, comment sensibiliser, mieux outiller les gestionnaires aussi pour mieux comprendre la diversité. Et aussi, il y a une portion à l'externe aussi. Comment on peut, nous, être des modèles pour l'extérieur, lorsqu'on garde des jeunes, donc travailler peut-être avec des écoles, aller chercher quand même de l'expertise externe pour venir à l'entreprise, pour un peu parler de diversité, mieux les aider justement à faire cette transition-là. Je dirais que maintenant, je ressens que c'est le bon moment. On a pu avoir l'approbation au niveau de l'organisation, le support. On travaille en étroite collaboration. Les moyens aussi qui sont nécessaires, effectivement, pour pouvoir créer le groupe et faire avancer aussi ces idées-là. Alors, on a commencé à travailler. Justement, on a lancé le réseau au mois de février, au mois de l'Histoire des Noirs cette année. Donc, on a déjà eu quelques événements. Donc, pour nous, maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de travailler la portion avec les employés. Comment on peut les aider à un peu travailler la gestion de leur marque personnelle, la marque professionnelle pour mieux définir quelles sont vos compétences et comment on peut mieux le traduire afin de mieux le faire comprendre justement quelles sont les compétences qu'on détient. Donc ça, c'est une chose, mais aussi travailler avec les gestionnaires, s'assurer qu'ils comprennent, voici une valeur que toute cette population diversifiée peut apporter à l'organisation lorsqu'on prend le temps de bien comprendre de l'employé, comprendre que cette personne-là apporte une valeur. Donc, la personne occupe peut-être un rôle depuis 4-5 ans,
mais peut-être que la personne est allée chercher plein d'autres compétences. Les jeunes continuent à aller à l'école. On parlait tout à l'heure de formation continue. Donc, je pense que maintenant, c'est une culture et je suis aussi privilégiée de travailler pour une organisation qui supporte beaucoup le développement professionnel. Donc, ça, on a des employés aussi qui vont chercher tout le temps là, de nouvelles compétences. Mais si ça reste dans l'ombre, comment on peut les aider justement à grandir dans l'entreprise? Alors, pour nous, maintenant, c'est notre mandat. Donc, maintenant, de plus en plus, on a déjà créé une communauté de membres qui veulent faire partie du réseau professionnel des Noirs. Et à ce moment-là, comment travailler avec eux justement pour faire arriver ça. Et espérer que d'ici quelques années, on puisse voir beaucoup plus de leaders aussi qui sont issus de la diversité, mais surtout de la communauté noire. Ça permettra aussi à beaucoup de personnes de gagner de la confiance, de prendre confiance en tout cas, et d'oser. Exactement, absolument. Et c'est ce qu'on leur dit aussi, c'est ce qu'on leur dit parce que je pense que de voir que nous, on est à l'œuvre et nous sommes des professionnels noirs, donc nous donnons l'exemple que c'est possible. Alors même si vous n'êtes pas encore au niveau que vous espérez être d'ici quelques années, d'ici quelques mois, mais c'est possible. Alors travaillons ensemble pour faire connaître. Et nous, on veut faire le pont justement avec les employés et les leaders dans l'entreprise. Très bien. Je pense qu'on va suivre ça. Oui. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise, quelque chose qui, en tout cas, illustre vos engagements, votre personnalité ou vos propos et qui vous inspire? Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Et ça, c'est un proverbe anonyme. Mais à chaque fois que je vois ce proverbe, je suis impliquée au niveau personnel aussi. Il y a une organisation qui est le GRAN, donc le Groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Et vous savez, vous entendez un peu ce qui se passe en Haïti. Et il y a des gens qui n'y croient pas. Et souvent, les gens vont dire, mais pourquoi tu t'impliques dans ça? Tu habites ici au Québec, tu ne vas pas habiter en Haïti. Pourquoi tu t'impliques? Et pour moi, c'est... Si tu n'y crois pas, mais ne me dérange pas. Alors moi, j'ai une mission, je continue à m'impliquer, j'y crois. Pour moi, c'est important. Je me dis tout le temps que moi, je suis arrivée ici, ma mère a pu venir au Canada, donc on a pu avoir des chances que c'est pas tout le monde qui a pu avoir cette chance-là. On aurait pu être en Haïti aussi. Alors, comment redonner aux suivants? Comment s'assurer qu'on ne les oublie pas et pouvoir redonner l'espoir justement à ces jeunes-là en Haïti? Alors, pour moi, c'est si tu n'y crois pas, mais ne dérange pas ceux qui y croient. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Bon. Alors, je crois que la politique, personnellement, mes sentiments sont un peu partagés. Je suis d'avis qu'on a besoin de politiciens, on a besoin de structures organisationnelles, des structures dans la société pour s'assurer du bon fonctionnement justement de cette société-là. Alors, il y a des décisions qui doivent être prises et tout ça, et effectivement, ça prend un homme d'État qui a un bon leadership pour pouvoir le faire. Alors, c'est sûr qu'il y a une certaine influence des gens lorsque je pense à un Nelson Mandela, un Martin Luther King et même un Barack Obama. Mais je trouve que c'est un rôle qui est tellement ingrat, qui a aussi un côté sombre de la politique que je n'aime pas, qui fait que lorsque les gens arrivent avec de belles idées, mais arrivent en poste et finalement, ce n'est pas nécessairement, ils n'arrivent pas à livrer ou bien leurs discours ou leurs actions sont peut-être moins louables que ce qu'ils avaient prévu. Donc, je dirais pour toutes ces raisons, pour moi, je ne vois pas nécessairement à quel chef d'État que je voudrais ressembler parce que c'est un peu trop mitigé. Il y aura toujours ce côté un peu sombre, très bien. Oui. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Je pense que ce serait un cheval. Très bien. Et alors, pourquoi? J'aime le côté élancé de l'animal. Le côté, c'est un animal, un bel animal élégant, élancé, mais c'est un animal qui est fort aussi, qui est libre lorsqu'on le voit au galop, la crinière au vent. Un animal qui, pour moi, m'inspire beaucoup de liberté. En même temps, c'est un animal qui porte beaucoup, qui porte le poids sur son dos, qui porte des gens sur son dos. Et moi, je vois ça aussi dans
ma vie, je porte aussi, quelquefois, on va dire, un fardeau un peu de la vie. Donc, je pense que pour moi, lorsque je regarde le cheval, c'est vraiment l'animal que je me vois plus. Parce qu'en même temps qu'il porte ce fardeau-là, mais arrive quand même à suivre sa direction, à courir, à galoper au vent et puis à quand même avoir cette belle allure que tout est sous contrôle. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet ou quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? En fait, il y a deux choses. J'ai ce bracelet-là, qui est un bracelet que ma mère m'avait donné à l'âge de 18 ans. Et depuis, j'ai toujours ce bracelet-là parce que pour moi, ça garde ma mère près de mon cœur. Ma mère, c'est une femme qui nous a élevés, monoparentale, qui a élevé 3 enfants, donc très forte et tout ça, qui pour moi a toujours su m'inspirer parce que je me suis dit, je l'ai toujours vue, une petite dame, mais très forte, qui a réalisé ce qu'elle voulait réaliser dans la vie. Je pense que c'est de là que je prends cette force-là. Donc, pour moi, et ce bracelet-là, vous ne le croirez pas, je l'ai perdu à un moment donné, je l'ai perdu au début de l'hiver et je l'ai retrouvé au printemps dans le stationnement après la neige et tout ça. Je l'ai retrouvé dans le stationnement. Je me suis dit, bon, c'est mon porte-bonheur. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je vous ai amenée, c'est vraiment le livre de Michelle Obama, qui est vraiment une personne qui m'inspire beaucoup. Michelle Obama, je trouve que en dépit du fait qu'elle a quand même gravi les échelons, elle est quand même d'une famille modeste, qui a quand même gravi les échelons jusqu'au poste de première dame, mais qui arrive quand même à être humble et pouvoir partager ses connaissances, influencer. Dernièrement, lorsqu'elle était venue à Montréal, j'ai eu l'occasion d'y aller et d'entendre sa conférence où elle s'adressait aux jeunes femmes, aux jeunes filles et leur insuffler ce vent d'espoir, là, c'est possible lorsqu'on le veut, mais aussi, elle a beaucoup misé sur l'éducation. Je pense que cette femme, lorsqu'on a des femmes comme ça qui arrivent à venir nous toucher le cœur, parce qu'elle a cette façon-là aussi, non seulement de dire qu'elle a la tête de la femme, mais elle a aussi le cœur. Et je pense que c'est ça qui fait son succès, qui fait qu'elle arrive vraiment les gens, lorsqu'on entend, la plupart des gens autour de moi, lorsqu'on entend parler de Michelle Obama, c'est toujours quelqu'un qui va venir je dirais, nous chercher directement. Donc, c'est vraiment une femme que pour moi, j'admire et qui m'inspire beaucoup. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Tatiana Nazon », vous lui diriez quoi? Bon, moi, je lui dirais d'être ce qu'elle veut être. Je pense que tout est possible. Je pense que ce n'est pas bien de choisir d'être quelqu'un, mais d'être soi-même, mais surtout d'aller chercher l'éducation. L'éducation, c'est la première chose. Lorsqu'on va chercher l'éducation, on peut se permettre d'être soi-même. Je pense que lorsqu'on a une certaine confiance, on a le respect aussi des gens autour de nous, et à ce moment-là, c'est là qu'on voit que toutes les portes peuvent s'ouvrir. Parce qu'on a toutes les informations pour faire le choix qui vous convient. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment de conseiller à cette personne-là, va chercher d'abord l'éducation, mais reste toi-même et au fil des années, tu vas pouvoir trouver ta voie et trouver vraiment ce que toi tu veux être. Et une fois que tu l'auras trouvé, bien, ce serait le bien-être avec toi-même. Très bien. Ben, notre entretien déjà touche à sa fin, Tatiana. Merci. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et on suivra, en tout cas, je pense que l'initiative sur le réseau des professionnels noirs pourrait inspirer d'autres entreprises, en tout cas, on l'espère. Absolument. Je sais qu'il y a déjà quelques autres entreprises qui ont déjà ce format-là, qui ont ce type d'initiative, des groupes qui sont peut-être plus avancés que nous. Nous, c'est tout récent. Alors, j'espère effectivement maintenir cette ardeur-là et avoir l'équipe qui nous suit pour pouvoir faire arriver ça et être un meilleur modèle aussi pour la société et la communauté noire aussi. Très bien, mais merci beaucoup. Merci à vous. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Nous étions avec Tatiana Nazon. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, ou en allant sur notre site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt.